Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sami Layadi, je suis doctorant en psychologie cognitive. Je suis affilié au laboratoire de psychologie sociale et cognitive de Clermont-Ferrand. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça quand je parle proche. Mais aussi, je suis affilié à Mascotte, qui est une entreprise spécialisée dans l'apprentissage digital, qui propose notamment un LMS, un Learning Management System, qui est une plateforme d'aide à l'apprentissage. Mes travaux de thèse, ils portent sur les effets que peuvent avoir la réalité virtuelle sur les apprentissages. Dans ce cadre, je suis aussi affilié à l'École supérieure européenne de packaging, au sein de laquelle on va faire un certain nombre d'expérimentations. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de commencer par vous présenter ce que l'on entend par réalité virtuelle. Ensuite, je vous présenterai les effets généraux qui peuvent être intéressants du point de vue théorique. On verra derrière si ces effets théoriques sont appuyés par la littérature scientifique concurrente. Dans un dernier temps, je vous présenterai rapidement des différents types de démarches scientifiques qui pourraient être adéquates pour aller investiguer les effets de ce média-là sur les apprentissages, et puis on échangera ensemble. D'abord et avant tout, on va définir de quoi on parle. Si je vous parle de réalité virtuelle, vous pensez certainement à ce type de casque, à ce type d'individu qui bouge avec un casque en train de réaliser une activité. Vous avez certainement raison, c'est en partie cela. Il existe un certain nombre de définitions, et ça va être important de définir ce dont on parle pour essayer de cadrer le propos au mieux. J'en ai sélectionné une, c'est une parmi tant d'autres, et elle est intéressante pour deux raisons. Elle met en exergue deux caractéristiques primaires de ce média-là, qui sont des caractéristiques qui différencient la réalité virtuelle d'autres médias d'apprentissage. Alors, Micropoulos et Natsis, en 2011, l'ont défini comme un système multimédia complexe qui englobe une configuration technologique spécifique pour l'immersion sensorielle et est capable de donner aux utilisateurs l'expérience d'être dans un monde simulé. Alors, on retrouve deux caractéristiques. D'abord, l'interactivité. Ensuite, l'immersion. Quand on parle d'interactivité et d'immersion, ces deux caractéristiques-là, il ne faut pas les percevoir comme étant des absolus. Soit on est interactif, soit on ne l'est pas. Soit on est immersif, soit on ne l'est pas. Il est plus intéressant de les percevoir comme des continuums, avec par exemple pour l'interactivité, sur l'échelle la plus faible de ce continuum, une absence totale d'interaction avec le média, et sur la face supérieure de ce continuum, des interactions de tout ordre qui peuvent amener à interagir avec l'environnement virtuel. Pour ce qui est de l'immersion, c'est le même phénomène. L'immersion, c'est ce qui va correspondre aux propriétés, aux caractéristiques objectives de l'outil dans lequel l'individu va s'immerger. Ça va reprendre un ensemble en fait, de caractéristiques. Je pense par exemple au taux de rafraîchissement, à la qualité de la résolution. Et c'est tout un panel de sous-caractéristiques comme ça qui vont définir si l'engin, si l'outil d'immersion, il est plus ou moins immersif. On va trouver en bas de ce continuum peut-être des ordinateurs, peut-être aussi des tablettes, des téléphones portables. C'est ce qu'on regroupe sous l'appellation réalité virtuelle de bureau, on appelle ça en anglais desktop VR. Et puis, à l'autre extrême du continuum, on va retrouver des dispositifs comme celui que vous connaissez bien, le casque de réalité virtuelle. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette caractéristique secondaire d'immersion, puisqu'elle est à l'origine d'un phénomène particulier qu'on appelle la présence. La présence, c'est le sentiment d'être là, le sentiment d'être dans l'environnement virtuel au sein duquel on est immergé. Et celle-ci, si je ne l'ai pas définie comme étant une caractéristique centrale au cœur de la réalité virtuelle, c'est pour une raison, c'est parce que, en réalité, elle est consécutive de cette immersion qui peut être poussée. Voilà. Est-ce que déjà, sur ces questions de définition, vous avez vous-même des questions, des réflexions à venir apporter? Je vais venir en systématique, hein, vous questionner là-dessus. Moi, mon objectif, c'est que ce soit aussi un échange. Oui, je vous écoute. Moi, j'ai un peu de mal entre le lexique, en fait, qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, simulation virtuelle, réalité simulée. Alors déjà, pour répondre à votre question, on va discerner précisément la réalité virtuelle de la réalité augmentée. Lorsqu'on est dans une simulation de réalité virtuelle, dans un environnement virtuel, eh bien on va être dans quelque chose de purement virtuel.
lorsqu'on va être dans la réalité augmentée, on va tâcher, comme son nom l'indique, d'aller augmenter le réel. Donc on va le construire sur le réel avec des outils, on va aller récolter peut-être des données supplémentaires. Par exemple, on a des applications, pour faire très simple, les filtres Snapchat sont de la réalité augmentée qui viennent augmenter le réel. Et il y a une multitude d'applications qui peuvent être mises en exergue là-dessus. Pour ce qui est ensuite de cette question de simulation virtuelle dont vous me parlez, eh bien ça peut être attaché à de la réalité virtuelle, puisqu'on est vraiment dans quelque chose, dans un média qui est immersif et au sein duquel on a une vraie interaction. Ok ? Il y a d'autres questions là-dessus ? Très bien, on va passer à la suite. Donc, l'intérêt de la réalité virtuelle pour les apprentissages. On va voir ça vraiment d'un point de vue théorique. En prenant de la distance et à partir de cette définition-là, il semble qu'elle permette un certain nombre de choses. Et pour les experts du domaine de la formation, il peut s'agir vraiment d'une technologie d'avenir. Elle permet entre autres de manipuler des objets dans un environnement virtuel de manière sécuritaire, dans des environnements dangereux, pardon. On peut penser d'abord à des environnements qui peuvent être dangereux pour l'individu. Par exemple, sur une formation dans les métiers du bâtiment, il peut être intéressant, pertinent de voir les consignes de sécurité, par exemple, et d'être immergé pour voir ce que ça donne, en fait, peut-être de tomber de 10 étages. Peut-être que derrière, on va faire plus attention à ces consignes de sécurité. Aussi, pour les métiers, par exemple, les sapeurs-pompiers, ou même certains TP de chimie qui peuvent être complexes. Là-dessus, on va pouvoir apprendre à manipuler différentes choses sans avoir les conséquences qui, dans le réel, pourraient être terribles. Je vous ai parlé d'environnements qui peuvent être dangereux pour l'individu, mais il y en a aussi qui peuvent l'être pour autrui. Je pense directement au métier du soin, un aide-soignante, une infirmière, un chirurgien qui va être en contact direct avec le patient, eh bien, il est pertinent pour lui de s'essayer d'abord dans le virtuel avant de s'essayer dans le réel et avec toutes les conséquences que cela implique. Le deuxième intérêt, ce serait d'offrir la possibilité de visiter des sites géographiques éloignés, de découvrir des univers ou du matériel qui serait inaccessible dans le monde réel. Du point de vue, par exemple, culturel, on pourrait aller visiter un musée. Du point de vue de la formation, ça peut être pertinent aussi d'aller visiter une usine qui a des prédispositions particulières, des outils qui seraient peut-être inaccessibles dans le réel. Ensuite, il y a peut-être, du point de vue touristique, tout simplement, visiter un autre pays, aller découvrir ses coutumes. Là aussi, ça peut être un certain type d'apprentissage. Pour aller plus loin, on peut aussi visiter des choses que l'on ne peut pas voir. Par exemple, il y a des études qui se sont intéressées aux apprentissages qui sont inhérents à la cellule humaine. Comment est-ce qu'on apprend la cellule humaine aujourd'hui ? Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les élèves ? Parfois, c'est un problème de complexité et d'abstraction du sujet. Et le fait de se rapetisser dans une situation de réalité virtuelle et d'aller à la rencontre de cet outil-là, de cet objet, de cette entité, eh bien, ça va permettre d'augmenter les apprentissages. On peut aussi penser à rencontrer des choses qui sont encore plus abstraites puisqu'elles sont obsolètes, elles n'existent plus. On peut penser à des dinosaures si on souhaite apprendre sur cette thématique-là, ou encore les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la réalité virtuelle, elle permet aux apprenants de contrôler leurs apprentissages et d'offrir un engagement sensoriel. Il faut savoir que lorsqu'on apprend, on a un pool, on a des capacités cognitives qui sont limitées. Et lors d'un apprentissage complexe, il va être essentiel d'aller automatiser certaines parcelles de cet apprentissage pour derrière se concentrer sur d'autres, les apprendre elles aussi, les automatiser au fur et à mesure, et puis à terme, monter en compétences. En parallèle de ça, pour ce qui est des engagements sensoriels, il y a deux composantes qui sont pertinentes au sein de la réalité virtuelle pour apprendre. Il y a d'abord l'engagement corporel, l'engagement sensoriel qu'on va avoir. Lorsqu'on est immergé dans une simulation de réalité virtuelle, eh bien, on ne va pas se contenter d'écouter un professeur, on ne va pas se contenter de voir les choses, on va aussi engager tout son corps et ça va permettre d'aller encoder toutes ces informations-là de manière plus riche. En fait, dans le processus d'apprentissage, il y a trois composantes qui se positionnent les unes à la suite des autres. Il y a d'abord l'encodage. Lorsqu'on va être confronté à du contenu qu'on doit apprendre, il faut aller l'encoder simplement pour qu'on l'ait à l'esprit, tout simplement. Une fois qu'on l'a encodé, il faut essayer de le retenir. Une fois qu'il est retenu, il y a cette dernière phase qui est le rappel. Et la réalité virtuelle, elle va avoir un pouvoir très fort sur cette première partie qui est l'encodage. Il y a une deuxième composante
qui est importante dans ces apprentissages-là et qui rejoint cet engagement sensoriel, c'est ce qu'on va appeler la congruence des gestes. Si par exemple, la congruence des gestes vis-à-vis du réel. Si dans le réel, pour saisir quelque chose, on se sert de sa main, peut-être qu'il va être pertinent de faire le même fonctionnement dans la simulation de réalité virtuelle. Si par exemple, pour saisir quelque chose, il faut se tapoter le torse ou la joue, et bien là on est dans une situation d'incongruence et c'est quelque chose, encore une fois, qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, la réalité virtuelle, elle permet d'améliorer la créativité et le processus métacognitif des apprenants. Déjà, pour la créativité, il y a un certain nombre d'études qui vont en ce sens. C'est un phénomène qui a été très étudié par les chercheurs. Ensuite, je vous ai parlé de métacognition. Je vais essayer de vous dire rapidement de quoi il en retourne. Déjà, étymologiquement, le terme métacognition, il recoupe deux sous-termes. Le premier, méta, et le second, cognition. Méta signifie sur, à propos de. Et la métacognition, concrètement, c'est la cognition sur la cognition, si on prend ces termes étymologiquement. Et donc, ça nous amène à une nouvelle question. Si c'est la cognition sur la cognition, qu'est-ce que la cognition ? Pour vous en toucher deux mots, ça correspond en gros à l'ensemble des processus mentaux qui sont impliqués dans la perception, dans la compréhension, dans le raisonnement, dans la résolution de problèmes, la mémoire, l'apprentissage et d'autres activités intellectuelles. C'est le processus en fait par lequel notre cerveau il va traiter et interpréter les informations de notre environnement et c'est ce qui va nous permettre de comprendre, de réfléchir et de prendre des décisions et puis d'agir derrière. Il semble que cette faculté elle soit mise en exergue par l'utilisation de la réalité virtuelle puisque voilà, la métacognition ça va être par exemple le raisonnement sur l'apprentissage, le raisonnement sur la mémoire, la compréhension en gros de notre fonctionnement et c'est quelque chose mis en exergue comme je le disais par la réalité virtuelle. Ensuite, la réalité virtuelle, elle favorise la motivation, l'engagement et le transfert de connaissances. Je pense que pour ce qui est de la motivation et de l'engagement, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, ce sont des concepts que vous connaissez déjà, mais pour ce qui est du transfert, je voulais préciser ce que j'entendais par là, c'est vraiment le fait de passer de la salle de classe à l'environnement d'exercice réel. Et il semble que là-dessus, la réalité virtuelle présente une réelle plus-value. Ensuite, la réalité virtuelle, elle permet de faciliter l'interaction et d'améliorer la collaboration entre apprenants et enseignants. Et puis enfin, la réalité virtuelle permet d'améliorer la compréhension de phénomènes abstraits et complexes. Et c'est d'ailleurs, voilà, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va retrouver un certain nombre de situations de simulation qui sont en sciences, puisque ce sont des problématiques qui parfois peuvent sembler abstraites pour les apprenants. Est-ce qu'il y a des questions sur ces premiers points qu'on a vus ensemble? Non? Ok, on va continuer alors. Avec tout ce que je vous ai présenté, vous devez vous dire « Waouh, super, la réalité virtuelle, terrible, ça doit fonctionner peut-être à tous les coups, on ne sait pas exactement. » Mais il y a des chercheurs partout dans le monde qui se sont questionnés sur ces thématiques-là. Il existe en fait un certain nombre d'études qui ont des niveaux de preuve différents. Parmi ces différentes études, il y a en général voilà, des protocoles expérimentaux qui ont été réalisés. Derrière, je reprendrai ce que j'entends précisément par protocoles expérimentaux sur cette thématique-là. Si on prend les différents types d'études qui existent et le différentiel en fait en termes de preuves qui sont apportées, ce qui va être le plus haut, ça va être les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est ce que j'ai représenté juste ici. L'enjeu, c'est de prendre un certain nombre d'études qui portent sur une thématique. Ici, les effets de la réalité virtuelle sur les apprentissages, pour essayer derrière de dégager des tendances générales. Qu'est-ce qui ressort en global sur ces études-là? Et il y a des travaux comme ça qui ont été réalisés sur la réalité virtuelle. Mais il y a une critique qui est faite sur ces papiers-là par un certain nombre d'auteurs, là encore un petit peu partout dans le monde, c'est que les papiers primaires de ces méta-analyses-là, eh bien, ils présenteraient un certain manque de rigueur méthodologique. Et ce travail-là, en fait, ce que j'entends par ce travail-là, c'est se concentrer sur les papiers les plus rigoureux méthodologiquement pour par la suite aller réaliser une méta-analyse, eh bien c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et donc on a pointé ça du doigt, et pour ma thèse, il était plutôt pertinent de le faire par moi-même. Et donc c'est ce travail-là qu'on a entamé, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre de méta-analyses qui ont été identifiés sur les effets de la réalité virtuelle sur les apprentissages. Précisément, il y en a 26. Mon rôle à moi, c'était donc de lire tous les papiers primaires de ces méta-analyses. Il y en a un certain nombre, vous le verrez après. Et puis derrière, de les analyser, de les catégoriser en fonction de leur niveau de preuve.
Ce que j'entends par niveau de preuve va correspondre vraiment à la rigueur scientifique de ces protocoles expérimentaux. Et pour aller l'évaluer, eh bien, je me suis concentré sur 5 critères. Le premier, c'est la présence d'un pré-test et d'un post-test qui soient comparables. Ce que j'entends par pré-test et post-test comparables, je suis obligé de vous présenter cette petite figure pour que tout soit clair. Je reviendrai dessus à plusieurs reprises. Concrètement, ces études-là, elles sont construites de la sorte. Il y a d'abord un pré-test pour essayer d'estimer dans quelle mesure les apprenants connaissent la thématique qui est visée par la simulation de réalité virtuelle. Une fois ce pré-test réalisé, les participants ils sont alloués à différentes conditions. L'une d'elles, elle va mobiliser la réalité virtuelle, et les autres, elles vont mobiliser d'autres techniques d'apprentissage. Ça peut être par exemple une vidéo 2D, un cours en classe, ou bien la somme de plusieurs choses de ce type-là. Et puis une fois que les participants ils ont été alloués, ils ont appris grâce à ces différents outils-là, eh bien, ils vont avoir un post-test pour voir dans quelle mesure la formation qu'ils ont suivie leur a permis d'apprendre ou non. Ces parcours d'apprentissage-là, ils sont ciblés sur une compétence précise qui est définie et précisée par les auteurs, tout simplement. Donc il faut qu'il y ait ce pré-test, il faut qu'il y ait ce post-test, et plus que ça, il faut qu'il soit comparable. Ensuite, il faut qu'il y ait un groupe contrôle qui soit cohérent. Le groupe contrôle, ça va être le groupe alternatif à la condition réalité virtuelle. Parfois, il y en a un seul, parfois, il y en a plusieurs. Par exemple, on peut trouver des études où le premier groupe va utiliser la réalité virtuelle, le second, l'apprentissage en classe, et le dernier va simplement apprendre sur un livre. Ensuite, il faut que les variables dépendantes soient en adéquation avec les objectifs de l'étude. Lorsqu'on mène une étude, il y a une question de recherche. C'est l'objectif du chercheur. Et pour remplir cet objectif, il y a des mesures qu'il doit faire. C'est ce qu'on appelle les variables dépendantes. Par exemple, ça peut être des scores de rétention d'informations, ça peut être des scores si on est sur une compétence plus procédurale qui va correspondre à l'action qui a été inculquée à l'apprenant. Est-ce qu'elle est bien faite ou non? Par qui elle a été jugée, etc. Ensuite, il y a la randomisation. Lorsque les participants sont alloués aux différentes conditions, il faut que ce soit fait sur la base de l'aléatorisation. Il faut qu'ils soient en fait alloués à ces différentes conditions juste sur le fruit du hasard. S'il y a le biais du chercheur qui rentre là-dedans, si c'est le chercheur qui a décidé tel participant va aller dans telle condition, eh bien ça pose une problématique et on n'est plus dans les critères de rigueur scientifique. Et puis enfin, il faut simplement que le protocole soit clair. Concrètement, moi, tout ce qu'il me fallait, c'est qu'il me précise quel était le cheminement qu'avait suivi le participant. Moi, j'étais OK avec ça. Et puis, on pouvait aller inclure l'étude si ces 5 critères de rigueur étaient présents. Lorsqu'ils ne l'étaient pas, eh bien, on les a relégués à un rang de preuve faible. Donc, au total, sur ces 26 méta-analyses dont je vous parlais, il y a 313 papiers qui ont été catégorisés. 313, donc papiers primaires. Sur ces 313 papiers, il y en a 113 qui correspondaient, qui concernaient plutôt la réalité virtuelle immersive, donc avec casque, et 200 qui concernaient la réalité virtuelle de bureau. Après avoir... donc ça, c'est vraiment les résultats bruts initiaux qu'on a eus. Derrière, moi, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, ce travail de catégorisation. Est-ce que le papier est rigoureux? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et on se retrouve avec un certain différentiel qui vient mettre en exergue justement les critiques et qui vient objectiver les critiques faites par ces chercheurs dont je vous parlais tout à l'heure. On retrouve au final seulement 122 papiers qui sont rigoureux, ça fait 39% de la totalité. Pour la réalité virtuelle immersive, si on vient spécifier, il y a 42% des papiers qui sont rigoureux. Et puis derrière, pour la réalité virtuelle de bureau, on retombe sur 38%. Je vais vous rappeler rapidement ces choses-là, comment est-ce que ça fonctionne, pour derrière qu'on puisse décortiquer les résultats tous ensemble. Il y a différents groupes qui sont mis en œuvre par les chercheurs. Il y en a un qui va concerner la réalité virtuelle, un autre qui va concerner une autre modalité d'apprentissage, un autre média, quel qu'il soit. Lorsqu'on va obtenir des résultats dits positifs pour la réalité virtuelle, ça veut dire que le groupe qui utilise la réalité virtuelle a obtenu de meilleurs résultats d'apprentissage que l'autre groupe. Lorsqu'il y a une absence d'effet entre les deux groupes, eh bien, il n'y a pas de différence entre les scores obtenus. Enfin, si la réalité virtuelle elle présente des résultats moindres en comparaison à l'autre condition, eh bien, on va parler de résultats négatifs. Tous les résultats que je vais vous présenter ont été calculés par rapport à la réalité virtuelle, donc ça reste vraiment sur cette thématique, et c'est sur ce référentiel-là, ce n'est pas inversé. Donc, sur ces 122 études, on va commencer par regarder ces résultats du point de vue général. Ensuite, on ira dans le spécifique sur la réalité virtuelle immersive, et puis sur la réalité virtuelle de bureau.
Donc, je vous disais, il y a 122 études qui ont été menées. Ces 122 études, elles regroupaient 145 comparaisons, puisque comme je vous l'ai dit, il y a certaines études où il y avait en fait plusieurs groupes contrôle par rapport à la réalité virtuelle. On retrouve une large majorité d'effets positifs sur les apprentissages, puisque voilà, il y a 78 études, ça correspond à peu près à 54% des études qui démontrent des effets positifs. Il y a 41% des études qui démontrent une absence d'effet, c'est-à-dire une absence de différence entre la condition réalité virtuelle et les autres conditions. Et puis enfin, il y a 6% des comparaisons, une large minorité en fait, qui démontrent des effets négatifs. Maintenant, on va se concentrer sur la réalité virtuelle immersive. Dans ce cas-là, on a 47 études qui regroupent 58 comparaisons. On va avoir là encore le même pattern avec 53% des études qui démontrent des effets positifs, 40% une absence d'effet et 7% qui démontrent des effets négatifs. Enfin, sur la réalité virtuelle de bureau, on va avoir encore une fois le même pattern, 54% des études qui démontrent des effets positifs, 43% qui démontrent une absence d'effet et 6% des effets négatifs. Là, on était vraiment sur 75 études qui regroupaient 87 comparaisons. Si on doit, pas conclure, c'est peut-être un grand terme, mais si on doit aller résumer ces principaux résultats, on se rend compte que ce soit pour l'IVR ou la DVR, la réalité virtuelle immersive ou celle de bureau, eh bien, on a majoritairement une plus-value de leur utilisation sur les apprentissages. Ensuite, pour 95% des études, eh bien, on semble observer que la pire chose qui puisse arriver, c'est de faire aussi bien que la solution d'éducation alternative, puisqu'en fait, il n'y a que 5% des études pour lesquelles on observe des résultats négatifs. Ces résultats, globalement positifs, ils s'expliquent déjà par les potentialités que j'ai évoquées tout à l'heure sur le point juste précédent. Et par contre, pour les résultats négatifs, on peut se questionner. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces problématiques-là? Et je voulais vous demander déjà, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Pourquoi la réalité virtuelle pourrait ne pas entraîner des résultats positifs? Je vous écoute, je vous écoute. Il y a toutes ces composantes-là qui existent, donc ça peut être. Vous pouvez me répondre sur ces deux composantes-là, moi ça m'intéresse. Par rapport à du purement théorique, c'est ça que je dis. Mais par rapport à du réel, je ne sais pas comment l'exprimer ou verbaliser, mais ça semble assez logique que c'est plus percutant de le faire pour de vrai avec la pression qui va avec. Je prends un exemple bête, mais que je pratique, qui est le tatouage. On fait des tatouages pour de vrai. Psychologiquement, on sait qu'il n'y a pas de filet. Si je m'entraînais en VR, j'ai un effet où je prends moins les choses à cœur et donc peut-être que c'est moins percutant pour moi et que mon apprentissage est ralenti. Potentiellement, potentiellement, tout à fait. Il y a d'autres idées comme ça qui viennent dans la salle? Par un nombre de réalismes qu'on va avoir globalement dans la VR de vision, il peut y avoir tous les retours haptiques qui peuvent manquer sur les cas très pratiques. Tout à fait. Je vous demande de soulever quelque chose, notamment, je ne sais pas, par exemple, la lessive, on a besoin de faire quelque chose de très précis, on ne sent pas les pressions ou quoi que ce soit, ça peut avoir des effets plus ou moins négatifs. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez tous entendu? Oui. Ouais. Ok. Parce que là, ce qui a été dit, c'est très important, c'est très intéressant justement, et bien pointer du doigt un certain nombre d'études qui ont porté sur cette thématique-là. En fait, en sciences chirurgicales, il y a un média déjà qui existait avant la réalité virtuelle. Ça s'appelle les boîtes d'entraînement, les box trainers en anglais. Et la plus-value du box trainer par rapport à la réalité virtuelle, c'est vraiment cette sensation-là adaptique qui vient s'ajouter à toutes ces choses-là. Et on observe en général des résultats qui sont plus intéressants pour le box trainer en comparaison à la réalité virtuelle. Donc là, vous êtes vraiment là-dedans. Ok. Il y a... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, aussi. Aussi. Ouais. Ouais. Ok. Il y a d'autres réflexions là-dessus? On a vu pas mal de choses. Il y a quelque chose, tout ce que vous m'avez dit, je le partage, ce sont des choses très intéressantes. Et il y a en fait, en complément de toutes ces pistes de réflexion que vous m'avez données,
il y a le fait que dans un environnement de réalité virtuelle, eh bien, il y aurait sur ces papiers-là ce qu'on appelle une charge extrinsèque trop importante. Lorsqu'on va être confronté à un média, il va y avoir plusieurs types de charges. Il y a la charge intrinsèque qui correspond à celle qui est importante pour les apprentissages, et puis la charge extrinsèque qui correspond à ce qui ne l'est pas. Si par exemple dans notre environnement on va avoir des belles couleurs, des belles choses, et en fait ce qui nous intéresse ça va être les vecteurs qui sont à l'opposé et qu'on peut se balader dans l'environnement, et bien évidemment ça va perturber toutes ces choses-là et ça va compliquer les résultats. Et donc c'est l'hypothèse principale sur laquelle se basent les chercheurs pour essayer d'expliquer ces résultats négatifs. Ok ? Est-ce que sur tous les points là qu'on a vus, vous avez peut-être des questions, des réflexions ? Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais en fait mener plusieurs protocoles expérimentaux. Il y a celui dont je vous ai parlé à l'école, il y en a d'autres que je vais mener dans une école juste à côté du puits aussi. Et pour ce faire, on a besoin de mettre au point une démarche expérimentale qui soit aussi rigoureuse que possible. Au vu des différents points que je vous ai présentés, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut avoir à l'esprit. C'est des choses qui ont été, on va dire, pas très bien faites dans la littérature, qui auraient pu être mieux faites en tout cas. Il y a ce pré-test et ce post-test qui soient comparables, le fait que le groupe contrôle soit cohérent, qu'il soit pertinent par rapport à ce qu'on investigue. Il y a le fait que les mesures elles soient en adéquation avec la question de recherche, le fait que les participants soient randomisés dans les différentes conditions, et puis enfin que le protocole soit clair. Alors ce que je voulais faire pour finir cette petite présentation, c'était vous présenter peut-être un protocole, deux protocoles, et que vous me disiez quelles sont ces lacunes, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux que ça. Sur le premier, on a une répartition ici qui est faite dans différents groupes. On a un premier groupe qui va réaliser une simulation sur VisioCasque, qui est un casque de réalité virtuelle, un deuxième qui va la réaliser sur ordinateur, un troisième qui va avoir une activité pratique, et puis un dernier qui ne va réaliser aucune activité. À terme, les participants qui vont avoir réalisé une simulation, ils vont avoir des mesures de cybersickness. On va essayer de voir dans quelle mesure ils ont été malades dans ce casque de réalité virtuelle. On va aussi mesurer la présence spatiale, dans quelle mesure ils se sont sentis être présents dans la simulation. Et puis derrière, pour tout le monde, on va mesurer les connaissances pour voir comment elles ont évolué. À terme, on va faire une évaluation différée, peut-être à 20 ou 31 jours. Sur ce type de protocole-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être un petit peu mieux ? Je trouve que ça dépend un petit peu le thème en fait de la formation. Si c'est une formation pratique comme chirurgien, comme plaquiste ou autre, il y a peut-être d'autres choses à apporter en plus en fait par rapport à votre évaluation, par rapport, je sais pas, il me semble qu'il y a une marge entre la théorie, le cours théorique, physique, maths, ce qu'on veut, et quelque chose qui soit plus une activité vraiment pratique. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous ajouteriez à ce protocole-là ? J'ai réfléchi. Ok, super. Oui, je vous écoute. Moi, je rajouterais des itérations parce qu'on est à la fin de ces 20 jours ou 31 jours, on a des mesures, on va comparer ces mesures les unes par rapport aux autres, mais rien ne nous garantit qu'il n'y a pas justement un coup de chance à ce moment-là, enfin pas un coup de chance, mais pour confirmer, je trouve, une mesure, il faudrait la répéter, voir si la tendance est tout le temps la même, voir donc différentes itérations, dire on fait effectivement une évaluation à 20 jours, Oui. puis on refait l'exercice, puis on regarde à 40 jours, puis à 60 jours, et on mesure à chaque fois et on regarde les tendances. Et après, éventuellement switcher les groupes, de se dire ceux qui ont appris sur VisioCasque, ils basculent sur l'activité pratique. Alors ça dépend beaucoup de ce qu'on mesure, mais si on peut mesurer à chaque fois des choses comparables, ce serait intéressant de dire le groupe 1 devient un groupe 3, et voir si, parce que ça se trouve par chance, tous ceux du groupe 1 ont une grosse capacité d'apprentissage. Et ça se trouve, ça n'est pas la simulation sur VisioCasque qui donneront des résultats positifs, c'est plutôt le groupe 1. Donc le fait de dire groupe 1 bascule dans l'activité pratique, ça permettra d'avoir une meilleure cohérence dans les mesures. Tout à fait. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, sincèrement. Non, c'est super. Je m'attendais même pas à ce type de réponse, c'est excellent. En réalité, ce type d'évaluation différée que vous me proposez en plusieurs étapes, c'est excellent. Si c'est réalisable, c'est excellent. En réalité, c'est compliqué à mettre en place, ça pourrait l'être, mais je trouverais moi aussi un réel intérêt. Ensuite, pour ce qui est des capacités au sein du groupe que vous avez identifiées, peut-être qu'ils apprennent mieux, peut-être moins bien, je suis d'accord avec vous, là aussi, encore une fois, on est super d'accord, c'est super. Il y a un réel intérêt à faire basculer ces différents groupes, faire ce qu'on appelle, en fait, là c'est un protocole dit
sujets, ça veut dire que les sujets ils vont être alloués à une condition et vont rester sur cette condition-là. Ce que vous me proposez, c'est un design dit intragroupe, où chaque sujet va expérimenter plusieurs conditions. Et là, on a un réel intérêt, on va obtenir des résultats comparables et on va pouvoir attribuer les résultats ou non à ces propriétés propres au groupe. Pour essayer de contrôler ça, nous, ce qu'on va mettre en œuvre, ça va être des calculs, des empans en mémoire de travail. On a chacun des capacités différentes pour aller traiter l'information visuospatiale. C'est l'une des grandes composantes de la mémoire de travail. Et on va essayer d'aller contrôler ça pour se rendre compte si, en fait, ceux qui ont les plus grosses capacités en mémoire de travail sont ceux qui apprennent le mieux, ou bien peut-être l'inverse, puisqu'il y a différentes hypothèses là-dessus dans la littérature, et ce serait quelque chose qui viendrait peut-être aller dans le sens de ce que vous avez proposé avec cet intragroupe. Nous, dans les protocoles qu'on a, on n'a malheureusement pas suffisamment de participants pour mettre ça au point, mais ça aurait été vraiment notre souhait si on l'avait pu. Ok, il y a d'autres idées, d'autres pistes, quelque part ? Est-ce qu'il ne manque pas justement des pré-tests pour et peut-être même des post-tests dont on a parlé tout à l'heure? Les post-tests, ça va être les mesures de connaissance, juste là, mais vous avez bien vu, nickel, sur le pré-test, encore une fois. Excellent, ok. Donc là, on va avoir en plus de ça la randomisation qui n'était pas présente. J'ai simplement dit qu'ils étaient alloués comme ça. Peut-être que je n'ai pas été assez précis. Et puis enfin, si on veut avoir un protocole qui correspond à ce que nous, on va essayer de mettre en place, eh bien, on a vraiment cette mesure en pré-test. On a derrière cette randomisation et puis cette mesure à moyen terme et puis à long terme. Ok, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu voir maintenant ? Bon, si ce n'est pas le cas, je vous remercie tous pour votre attention et puis passez une bonne journée. Non, je vous écoute ? Non, dites-moi, je vous écoute. Est-ce que vous avez des stats sur quels sont les apprentissages qui sont les mieux leur preuve, quelles sont les choses qu'on apprend le mieux? Alors, c'est une question très intéressante. J'ai fait le choix d'aller simplifier au maximum mes données, de ne pas rentrer dans le détail, parce que là-dessus, sur ces résultats positifs, même tout à l'heure on m'a questionné, est-ce que voilà, ça dépend en fonction du type d'outil avec lequel la réalité virtuelle est comparée ? Eh bien effectivement, il y a une variabilité qui existe, mais j'ai pris le parti de ne pas vous présenter ça pour ne pas vous faire une présentation de 10 heures, ça ne servait à rien. Mais en tout cas, sur ce que vous me demandez, sur le type d'activité, eh bien on se rend compte qu'en fait, je les ai catégorisées en fonction de si elles étaient procédurales, si elles étaient plutôt d'ordre cognitif, des apprentissages type, je sais pas, mathématiques, type géographie, et on se rend compte qu'il n'y a pas énormément, et c'est assez curieux d'ailleurs, hein, puisque dans les potentialités de la réalité virtuelle théorique qu'on a identifiées, eh bien on est plutôt sur de la mise en pratique. Eh bien au final, on retrouve dans les études sur cette thématique-là, pas tellement de différence entre les savoirs cognitifs et les savoirs d'ordre procédural. Sur les savoirs aussi d'ordre du savoir-être, il n'y a pas énormément d'études là-dessus, mais celles qui ont été débusquées dans cette revue de la littérature, dans cette méta-analyse, eh bien, elles démontrent des effets globalement positifs aussi. Donc on va dire globalement des effets relativement similaires, que ce soit sur la connaissance cognitive, procédurale ou de l'ordre du savoir-être. Ok, il y a peut-être d'autres questions. Oui, je vous écoute. Oui. Je suis désolé, je vous entends assez mal. Non, elle est très pertinente. Elle est très pertinente. C'est une question autour de ce qu'on appelle la cybersickness. C'est une sorte de mal des transports qui peut être comparable à ce qu'on ressent en voiture. Alors en voiture, pourquoi on a ça ? Eh bien c'est parce que notre corps, il est stable et l'environnement autour de nous bouge. En réalité virtuelle, c'est l'inverse. On est stable et l'environnement autour de nous bouge. Et c'est quelque chose auquel, l'évolution génétique ne nous a pas préparés. On s'est développé génération après génération sans avoir la voiture, sans avoir la réalité virtuelle. Et c'est tout à fait normal qu'on ait ce type de problématique-là. Donc vous me demandiez si les jeunes, ils sont... Alors ça, on le verra. Ça, on le verra. Mais pour ce qui est en tout cas de la sensibilité des cybersickness, les jeunes aussi y sont soumis. Ok ? J'ai répondu à la question ? Ok, super. Il y a d'autres questions, d'autres points ? Oui, je vous écoute. Est-ce
progression de l'apprentissage. Mm. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ces chiffres-là, mais pas au global, plutôt par tranche d'âge, par exemple, ou par profil. J'imagine que c'est un travail que vous faites de ne pas vous contenter juste de j'ai un panel d'utilisateurs et voici le pourcentage de ceux pour qui ça a bien marché, mais que chez des sujets de 20 à 30 ans, ça marche comme ça. Mm. Chez des sujets, je sais pas moi, issus de tel univers ou homme-femme, ou voilà, ça serait intéressant. Vous avez des chiffres, vous faites des recherches Alors justement là-dessus, sur ma méta-analyse là, que je vous ai présentée, on essaye justement d'aller cibler ces indicateurs-là qu'on appelle des modérateurs, qui viennent modérer peut-être la performance. On essaye de regarder ce qu'il en est de la performance en fonction par exemple du sexe. Là on n'a pas identifié de grosses différences, mais il y a quand même une plus-value pour les hommes, mais qui pourrait s'expliquer selon les chercheurs par l'adhérence des hommes qui est plus marquée pour les jeux vidéo qu'elle ne l'est pour les femmes, ou en tout cas l'adhérence, la pratique. Les hommes pratiquent plus le jeu vidéo que les femmes, et c'est quelque chose qui peut se retrouver dans les interactions qu'on a en réalité virtuelle. Ensuite, vous me demandiez pour l'âge. Pour l'âge, c'est un petit peu complexe. On n'a qu'une seule méta-analyse en réalité qui se concentre sur les enfants. De manière globale, les échantillons qui sont ciblés dans les études, ça va être surtout des étudiants, puisque c'est la population qui est la plus simple à aller chercher. Et sur les étudiants, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué d'aller comparer ces choses-là, puisque les échantillons n'ont rien à voir. On va être du simple au x10, x15, vraiment. Donc c'est assez complexe d'aller creuser là-dessus, mais c'est une question, je suis d'accord avec vous, qui est vraiment d'intérêt. Oui, je vous écoute. Alors moi, vraiment, mes travaux, ça va être sur la population globale, générale. Je ne vais pas m'intéresser aux troubles. Il y a en fait déjà beaucoup de travaux à les gérer sans s'intéresser aux troubles. J'essaye de monter en compétence là-dessus. Et puis peut-être qu'une fois que j'aurai terminé cette méta-analyse, peut-être que je me centrerai là-dessus, mais ce n'est pas mon rôle pour le moment. peut-être que c'est une clé d'utiliser, pas forcément la VR pour l'apprentissage, mais pour, j'allais dire vulgairement, soigner la phobie, même si c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a des pistes, vous savez peut-être pas, mais est-ce qu'il y a des pistes justement qui sont menées pour aider ce genre de relationnel? Tout à fait, tout à fait. Je vais vous donner un exemple très précis, très concret et cohérent. C'est celui des thérapies cognitivo-comportementales. C'est un type de thérapie, de psychothérapie qu'on utilise. Et l'enjeu de certaines d'elles, ça va être de faire ce qu'on appelle une thérapie d'exposition, de s'exposer à la phobie qu'on a pour petit à petit réduire cette phobie-là en s'y exposant de plus en plus. Et en fait, ça va fonctionner par paliers. Je vous donne un exemple. Si on est, par exemple, allez, disons, arachnophobe, qu'on a la peur des araignées, eh bien, pour aller traiter cette pathologie-là grâce à la réalité virtuelle, en fait, de manière globale, hors réalité virtuelle, c'est un petit peu complexe puisqu'il faudrait ramener peut-être une araignée en plastique. Et une fois qu'on a réussi à s'habituer à l'araignée en plastique, aller chercher une petite araignée, après une grosse, après une encore plus grosse, etc. etc. Et c'est assez complexe, ça peut être dangereux, c'est imprévisible. En réalité virtuelle, on peut s'y confronter progressivement et rajouter des paliers. Peut-être qu'avant d'en voir une petite en plastique, eh bien on va les voir en réalité virtuelle déjà, la petite, la moyenne, la grosse. Et une fois que le palier réalité virtuelle sera passé, eh bien on pourra passer à la suite. Mais ça fonctionne pour tout type de phobie. On peut penser à l'agoraphobie, à n'importe quel type de phobie. Et là, on a vraiment des résultats qui sont très concluants et qui sont utilisés par un certain nombre de psychothérapeutes. OK ?